Je m'appelle Clay, début de la trentaine, ingénieur avec un salaire stable. Je suis marié à Elsa depuis presque 5 ans. Au début, tout semblait parfait. On finissait la journée de travail ensemble, on racontait nos histoires, on préparait quelque chose à manger, on laissait un film tourner pendant que le monde ralentissait. Rien de spectaculaire, juste la routine tranquille qui transforme 2 personnes en une vie commune. Puis, le ton a changé, pas du jour au lendemain. Des remarques discrètes, des changements subtils. Elle a commencé à remodeler son monde en ligne. De nouveaux abonnements, de longs textes d'opinion, des conversations dont je ne faisais pas partie, des idées qui m'étaient étrangères. Tout devenait un problème, le symptôme d'une maladie invisible qu'elle appelait le patriarcat. Je rentrais d'une journée de 10 heures épuisée, et elle ne me demandait jamais comment j'allais. Au lieu de ça, elle me reprochait de m'attendre à ce qu'elle ait pensé au dîner, comme si c'était une forme d'attente patriarcale profondément enracinée. Je n'avais rien attendu, j'espérais juste une différence. Pour elle, il n'y en avait pas. Nos conversations sont devenues des leçons. Je racontais une histoire sur mon patron, un type dur, mais juste, et elle la déconstruisait. Elle expliquait que son style de management reflétait la masculinité toxique. J'essayais de dire qu'il était simplement exigeant, mais elle secouait la tête avec ce regard plein de pitié, comme pour me dire « Tu ne comprends rien parce que tu fais partie du problème ». C'était épuisant, comme vivre avec une procureure convaincue que j'étais coupable d'un crime que je ne comprenais pas. J'ai commencé à parler moins. Il était plus simple de hocher la tête et de faire des bruits vagues. Mon silence était aussi un problème. Compétence simulée ou mur d'incompréhension masculine. Il y avait toujours un mot pour ça, une case toute prête pour mon comportement. Je me souviens d'une soirée distinctement, quelques mois avant que tout ne bascule vraiment. Je rentrais du travail avec un bouquet de fleurs, sans raison, juste parce que je pensais qu'elle aimerait ça. Elle les a regardées, puis moi, pas de sourire. Elle m'a dit que les fleurs étaient une tradition patriarcale, un symbole d'excuse pour l'oppression systémique que les hommes infligent aux femmes. Elle m'a demandé « Tu t'excuses de quoi ?» Je suis resté là, tenant mes roses, idiot. Je lui ai répondu que je ne m'excusais de rien, je pensais juste qu'elles étaient jolies. Elle a rétorqué que l'intention importait moins que l'impact, et que l'impact renforçait une dynamique néfaste. Elle les a prises, mais ne les a pas mises dans un vase. Elles sont restées sur le plan de travail, fanées au fil des jours, métaphore de notre mariage. Après ça, j'ai arrêté d'essayer. Je partais travailler, je rentrais, je mangeais ce qui était là, et je me réfugiais derrière mon ordinateur ou un livre. Nous étions colocataires dans un musée de rancune, et elle en était la conservatrice. La maison était silencieuse, mais un silence bruyant, rempli de non-dits et de ses jugements assourdissants. Ses amis étaient pareils. Quand elle venait, la maison bourdonnait de jargon académique et de rires cyniques. Elle parlait des hommes comme si nous étions une espèce profondément défectueuse. Je restais dans mon bureau, casque sur les oreilles, à ignorer. Puis est venue la grande soirée. Elle m'a fait asseoir sur le canapé, visage sérieux, presque théâtral. Mon cœur a plongé. J'ai pensé qu'elle allait demander le divorce. Une partie de moi a ressenti un léger soulagement, mais ce n'était pas ça, c'était autre chose, étrange. Elle m'a expliqué qu'elle avait beaucoup réfléchi à notre relation, sa structure, ses limites. Elle disait que la monogamie était une construction pour contrôler les femmes, pour les transformer en propriétés. Elle se sentait étouffée. Pas par moi spécifiquement, ajoutait-elle, mais par l'institution elle-même. J'écoutais, j'avais compris que l'interrompre était inutile. Pour vraiment se développer, trouver son vrai moi, elle avait besoin de liberté. Elle voulait explorer des liens avec d'autres personnes sans la honte ni les restrictions du mariage traditionnel. Elle proposait un mariage ouvert. Ma première réaction fut une sensation glaciale dans l'estomac, comme un rejet absolu. Tu n'es pas suffisant. Et l'idée même d'être uniquement avec toi est une cage. Mais en regardant son visage, sûr d'elle, ce petit sourire satisfait d'une leader révolutionnaire, j'ai compris. Elle ne pensait pas une seconde
que je participerais. Dans son monde, j'étais le mari traditionnel ennuyeux, le personnage de fond, celui qui travaille, paie la moitié des factures et est trop naïf pour comprendre le monde éclairé dans lequel elle vivait. Ce mariage ouvert était pour elle seule. Une licence pour faire ce qu'elle voulait, tandis que j'étais censé rester à la maison. Elle ajouta « Et ça sera bien pour toi aussi. Tu pourras travailler sur toi, remettre en question tes idées enracinées sur les relations. » C'était condescendant au possible. Toute la frustration, les dîners silencieux, les fleurs fanées, convergeaient en un moment de clarté. J'ai regardé dans ses yeux, fatigué. Une partie de moi voulait argumenter, crier sur l'injustice. Mais c'était inutile. Ce serait juste la preuve de ma fragilité masculine. Alors, j'ai fait ce qu'elle n'attendait pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « D'accord ». Rien que ce mot. Son expression a changé instantanément, un mélange de choc pur. Tout son scénario de discours et d'arguments était brisé. Elle a rapidement retrouvé son sourire satisfait, sans se douter de ce qu'elle venait d'accepter. J'avais une seule règle. Tout ce qui s'appliquait à elle s'appliquait à moi. Égalité totale. Elle a souri, inconsciente de ce qu'elle venait de consentir. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Pas triste, pas en colère, juste vide. Comme si le dernier fil de notre mariage avait été coupé par sa main. Le lendemain, le changement était immédiat. Elle rayonnait, légère, fredonnant en se préparant. Déjà sur les applications de rencontres, préparant son profil sur le chemin de sa découverte de soi non monogame, je suis allé dans mon bureau à la maison, fermé la porte. Pas d'application pour moi. J'ai ouvert mes contacts et trouvé un nom, Sophia. Sophia et moi avions travaillé ensemble après l'université. Juste amis, bons amis, déjeuner, livres, plaintes sur le patron, toujours une petite étincelle, un peu de chimie silencieuse, mais le timing n'était jamais bon. Elle a déménagé dans une autre ville. J'ai rencontré Elsa et nous avons perdu contact. Mon cœur battait plus vite en voyant son nom. J'ai hésité longtemps, mais les fleurs fanées et le sourire satisfait d'Elsa m'ont poussé à écrire « Salut Sophia, c'est Clay. Ça fait longtemps. Juste penser aux vieux jours et me demander comment tu vas. J'ai envoyé avant de me raviser. Quelques heures plus tard, elle a répondu. Heureuse de me retrouver. Elle était de retour dans la région depuis 1 an, célibataire. La conversation a été facile, naturelle. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Sophia pour un café. J'étais nerveux, mais dès que je l'ai vue, la nervosité s'est envolée. Son sourire chaleureux était exactement comme je m'en souvenais. Nous avons parlé pendant 2 heures, la première vraie conversation que j'avais eue depuis des années. Elle m'a demandé ma vie, mon travail, mes hobbies, et quand je parlais, elle écoutait vraiment. Pas d'interruption, pas d'analyse, pas de jugement, juste une écoute attentive. Je me suis ouvert, parlant de choses que je n'avais plus partagées depuis longtemps. Je lui ai parlé de ma passion pour le travail du bois, un hobby que j'avais laissé tomber parce qu'Elsa trouvait ça trop rustique à mon goût. Sophia a trouvé ça génial. Elle a voulu voir des photos de mes créations. Je n'ai pas parlé de mon mariage, ça ne me semblait pas approprié. J'ai juste dit que la situation à la maison était compliquée. Elle n'a pas insisté, juste hoché la tête avec compréhension. En partant, je me sentais plus léger que depuis des années. De retour à la maison, Elsa était sur le canapé, en train de swiper furieusement sur son téléphone. Elle a levé les yeux. « Où étais-tu » avec un léger ton agressif. « Juste rattrapé avec une vieille amie » ai-je répondu, neutre. Ses yeux se sont plissés. « Quel ami ?»« Juste quelqu'un avec qui je travaillais avant. » Elle n'a pas aimé la réponse. Je pouvais le voir, mais elle ne pouvait rien dire sans paraître hypocrite. Alors, elle a juste marmonné « et a repris son téléphone. La dynamique à la maison a changé après ça. Elsa est sortie à quelques rendez-vous supplémentaires. Aucun ne s'est bien passé. Un homme a disparu. Après un seul rendez-vous, un autre l'a trouvé trop intense. Son idéal de femme libre et brillante n'était apprécié par personne. Sa frustration a commencé à retomber sur moi, sous forme de petites piques et de remarques passives agressives.
Mais cette fois, ça me touchait moins. Ces mots rebondissaient contre un nouveau bouclier. Le souvenir de ce simple moment de 2 heures autour d'un café avec Sophia. Je me suis mis à voir Sophia régulièrement. Café, puis déjeuner, puis promenade dans un parc le week-end. On parlait de tout et de rien, naturellement. Je redécouvrais la personne que j'étais avant d'être enseveli sous les critiques. J'ai commencé à changer. Abonnement à la salle de sport, séance le matin, nouveaux vêtements, retour à mon atelier de bois, l'odeur de la sciure dans l'air, prendre soin de moi me faisait du bien. Elsa remarquait chaque changement et le détestait. Mon bonheur était une anomalie dans sa narrative soigneusement construite. Je devais être le mari triste et abandonné, alors que je menais ma vie tranquille. Un soir, je rentrais de la salle, euphorique. Elle m'attendait dans la cuisine. « Tu passes beaucoup de temps avec cet ami. » Le mot « ami » était chargé de sarcasme. Je haussais les épaules. « Oui, c'est agréable. »« C'est une femme ?» Son ton était acéré. « Oui. » Un éclair de rage et de jalousie a traversé son visage. Quand j'ai suggéré ça, je pensais qu'on serait ouvert et honnête, venant d'elle. C'était drôle. « Je suis honnête, ai-je répondu calmement. Tu as posé une question, j'ai répondu. Elle voulait des détails, des noms, savoir nos conversations. Elle voulait des armes. Je n'ai rien donné. Je lui ai rappelé ses propres mots sur la vie privée et les chemins individuels. Incapable de se contredire, elle est sortie en trombe. Quelques semaines se sont écoulées ainsi, une guerre froide à la maison. À la maison, je marchais sur des œufs, distant, prudent face à ses humeurs. Avec Sophia, j'étais vivant. J'ai fini par lui parler de ma situation. Les leçons, le mariage ouvert, tout. Je pensais qu'elle serait choquée, peut-être même que ça arrêterait notre relation, mais elle a juste écouté. Puis elle a dit « Ça semble incroyablement solitaire. Je suis désolé que tu aies traversé ça. » Pas de jugement, juste de l'empathie. Elle a ajouté qu'elle aimait passer du temps avec moi et voulait voir où ça pouvait aller tant que je restais honnête. Sa décence était comme une eau fraîche dans le désert, me rappelant ce que j'avais manqué, ce que pouvait être un vrai partenariat. Les choses s'amélioraient pour moi et empiraient pour Elsa. Ses recherches de relations authentiques n'apportaient que déceptions frustrantes. Les hommes qu'elle désirait alpha excitants n'étaient pas intéressés par sa personnalité ni sa politique. Ceux qui partageaient ses idées lui semblaient ennuyeux et faibles. Son idéologie parfaite se heurtait à la réalité humaine et la réalité gagnait. Un samedi matin, je me préparais pour une sortie avec Sophia. Elsa est apparue dans l'encadrement de la porte, bras croisés. « Tu sors ?»« Oui, juste pour la journée. »« Pour une randonnée avec elle ?»« Oui. » Son visage se crispa. C'est devenu une habitude, cette amitié. Elle voulait un conflit, désespérée de le provoquer, espérant me voir exploser pour confirmer sa narrative. Je n'ai rien donné. J'ai juste fermé mon sac, souris poliment. Je ne rentrerai probablement pas tôt. Ne m'attends pas. Je suis parti. Le trajet avec Sophia était calme et agréable. Pas le silence tendu avec Elsa, mais un silence confortable. Plus nous quittions la ville, plus mes épaules s'allégeaient. La randonnée était parfaite, journée fraîche et ensoleillée. Nous avons marché des heures en parlant sans arrêt. Elle racontait son travail, sa famille, une histoire hilarante sur son chat. Je parlais de ma famille, de mon enfance, des choses que je n'avais pas partagées avec Elsa parce qu'elle ne rentrait pas dans sa vision politique. Avec Sophia, tout faisait simplement partie de moi. Un moment, sur un passage rocheux, j'ai tendu la main pour l'aider à monter. Elle a accepté sans hésiter. Nos yeux se sont croisés un instant et une étincelle est passée. Simple connexion humaine. Gratitude, confiance, affection. J'ai compris que c'était plus qu'une amitié. Au sommet, la vue était époustouflante. Nous avons mangé nos sandwichs assis sur un rocher, admirant la vallée. Elle a sorti son téléphone. « C'est trop beau pour ne pas être immortalisé. Ça te dérange ?» J'ai dit non. Elle a pris une photo de nous, souriant, la vallée derrière nous.
Une photo innocente, joyeuse. Elle l'a postée sur ses réseaux avec « Journée de randonnée parfaite ». Pas de tag, pas de message à prouver quoi que ce soit. Mais je pressentais que cette simple photo allait déclencher l'explosion. Nous sommes restés un moment, puis avons commencé la descente. De retour à la voiture, j'ai consulté mon téléphone. Explosion de notifications, 6 appels manqués d'Elsa, une avalanche de messages. Les premiers étaient simples. Où es-tu? Bonne randonnée. Gestion passives-agressive mais tolérable. Puis, après un silence d'1 heure, les messages étaient furieux. Qui est Sophia? Une amie m'a envoyé une photo de toi collée à une femme. Tu mens, tu disais randonnée. Je n'en reviens pas de ton mensonge. Puis les accusations. Tu as eu une liaison tout ce temps. Je me sens trahi. L'hypocrisie était stupéfiante. Elle avait explosé notre mariage pour sa liberté, avait elle-même eu des rendez-vous. Mais moi, ayant passé une journée agréable avec une amie qui me respecte, j'étais le vilain, le traître. Sophia a vu mon expression. Tout va bien? Pas vraiment, ai-je répondu calmement. Les règles de ma situation à la maison ont soudain changé. Je l'ai déposée. Elle a posé sa main sur mon bras. Quoi qu'il se passe, Clay, tu ne mérites pas d'être maltraité. Sa gentillesse était un rappel cruel de ce qui m'attendait à la maison. En arrivant, toutes les lumières étaient allumées. La maison semblait en état d'alerte. Elsa était assise sur le canapé dans le noir. Seule lumière, l'écran de son téléphone. « Je pense que tu as des explications à me donner, » dit-elle, voix froide et tremblante. J'allume la lumière. Ses yeux sont rouges. Elle a dû pleurer ou se préparer à en avoir l'air. Je pose mes clés sur la table, refusant de jouer selon ses règles. Il n'y a rien à expliquer, Elsa. Je suis allé en randonnée avec une amie, comme je l'avais dit. Elle bondit du canapé. Une amie? Une amie? J'ai vu la photo. Vous étiez proches, intimes. Tu étais en escapade romantique pendant que je m'inquiétais pour notre mariage. L'audace de sa déclaration me fait presque rire. Tu t'inquiétais pour notre mariage? Je demande calmement. Et toi, quand tu sortais à tes rendez-vous, c'était de l'inquiétude? Elle hurle que c'était pour son auto-exploration, honnête et légitime. Ce n'était pas une liaison secrète, je réponds, voix posée. Je t'ai dit où j'allais. Tu as demandé si c'était avec une femme. J'ai dit oui. Comment est-ce un secret? Je suis un mur de calme, et ça la rend encore plus furieuse. Elle commence à faire les 100 pas, brandissant son téléphone comme une arme. Ce n'est pas ça, un mariage ouvert, crie-t-elle. Ça doit être des rencontres légères, de la liberté, pas que tu me remplaces. Enfin, la vérité éclate. Ça n'a jamais été pour la liberté, ni pour l'égalité. C'était pour qu'elle ait un filet de sécurité, sachant que son mari fiable et ennuyeux attendait à la maison si quelque chose n'allait pas. L'accord n'était acceptable que tant qu'elle était la seule à en bénéficier. Le moment où je trouve une vraie connexion, où je suis heureux, met fin au jeu. Mon bonheur dévoile le mensonge qu'elle s'était construit. Elle continue à râler quelques minutes, m'accusant de cruauté, de manipulation mentale, de narcissisme classique. Chaque mot de sa doctrine servait de bouclier pour éviter de voir que ses actions l'avaient menée là. Quand elle prend enfin une respiration, je parle « Elsa, laisse-moi comprendre. Tu es venue me dire que notre mariage était une prison patriarcale. Tu voulais la liberté de te connecter à d'autres personnes. Tu as fixé les règles, j'ai accepté. Ma seule condition, égalité totale. Tu es sorti à des rendez-vous, tu as cherché ces connexions. Je n'ai rien dit, j'ai respecté ton parcours comme tu l'as demandé. Maintenant, je me reconnecte avec une vieille amie, quelqu'un de bien qui me respecte et me rend heureux, quelque chose que je n'ai pas ressenti ici depuis très longtemps, et tu m'accuses de trahison. Tu détruis notre mariage, dit-elle. Juste quelques semaines avant, elle avait décrit ce mariage comme une cage. Entends-tu l'hypocrisie? Elle ouvre et ferme la bouche, incapable de répondre. J'ai utilisé sa propre logique, ses mots éclairés, pour construire une cage de raison dont elle est prisonnière. Sa colère disparaît. À sa place, panique pure. Son regard est celui d'un joueur ayant tout misé et compris qu'il s'était trompé. Sa voix change. La rage est partie.
remplacé par un ton suppliant. D'accord, tu as raison. J'étais hypocrite. J'avais peur. Je ne pensais pas que tu trouverais réellement quelqu'un. Donc, tout cet expérimentalisme n'était acceptable que si j'étais malheureux? Non, ce n'est pas ça. J'ai fait une erreur, dit-elle, avançant vers moi. Une erreur. Fermons ça. Reprenons comme avant. Elle me regarde avec des yeux suppliants, comme si on pouvait revenir en arrière, effacer le sentiment d'être entendu et respecté avec Sophia. Comme si je pouvais oublier ce sourire sincère, ce rire facile, cette compréhension tranquille, et redevenir le mari silencieux, la cible émotionnelle de sa doctrine mouvante. Je la regarde, et, pour la première fois, je ne ressens ni colère ni rancune, juste une profonde pitié. Elle a poursuivi une idée de liberté au point de détruire la seule chose réelle qu'elle avait. « Elsa, dis-je, voix douce mais ferme, nous ne pouvons pas revenir en arrière. »« Pourquoi ?» supplie-t-elle. « On peut juste arrêter. On dira que l'expérience est finie. Je supprimerai les applications, tu pourras arrêter de voir Sophia. » Sa façon de dire « arrêter de voir Sophia » la réduisait à un simple objet, un pion dans notre jeu. C'est à ce moment que j'ai compris que c'était vraiment fini. Ce n'était pas une expérience pour moi, Elsa. C'était un réveil. Tu n'as pas ouvert mon mariage. Tu l'as terminé. Tu ne t'en étais juste pas rendu compte jusqu'à ce soir. Ce que j'ai avec Sophia n'est pas une histoire qu'on éteint à volonté. C'est réel. Elle me respecte et je ne veux pas la manquer de respect pour tes peurs. Les larmes ont coulé pour de vrai cette fois. Des sanglots profonds, rugueux, de quelqu'un qui réalise avoir tout perdu par sa propre faute. « Tu veux dire quoi ?» murmure-t-elle entre les larmes. « Je vais faire une valise, dis-je. Je vais rester chez un ami un moment. Nous avons besoin d'espace. Et je pense que nous devons parler d'un divorce. » Le mot flottait entre nous. Elle s'effondre complètement sur le canapé, sanglotant sans retenue. Une partie de moi, l'ancien mari, ressent un élan de compassion instinctif, mais je ne bouge pas. Je vais dans la chambre et commence à mettre des vêtements dans un sac. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus nécessaire. Je quitte la maison 20 minutes plus tard. Elle pleure toujours sur le canapé. Je ne me retourne pas. Les mois suivants sont un flou de procédures, d'avocats et d'appels maladroits. Elsa a tout essayé. S'excuser, supplier, me blâmer encore, dire à nos amis communs que j'avais utilisé ces idées progressistes pour orchestrer une liaison. Certains l'ont cru, surtout ses amis. Mes propres amis, ceux qui savaient combien j'étais malheureux, m'ont soutenu complètement. L'un d'eux m'a hébergé sur son canapé quelques semaines. À travers tout ça, Sophia était mon rocher. Elle ne m'a jamais mis la pression, elle écoutait simplement. Elle m'a laissé l'espace de digérer la fin de mon mariage et le soutien pour m'en sortir. Nous avons pris notre temps, mais notre connexion n'a fait que grandir. Pas de jeu d'esprit, pas de leçons, pas de marche sur des œufs. Juste de l'honnêteté, des rires et un respect mutuel profond. Le divorce a été finalisé il y a quelque temps. Elsa est restée dans la maison, je n'ai pas contesté. Je voulais un nouveau départ. J'ai emménagé dans un appartement à moi. La première chose que j'ai faite, installer mes outils de menuiserie dans une pièce libre. L'endroit sent maintenant la sueur, il sent ma vie. Sophia et moi sommes toujours ensemble. Nous construisons quelque chose de réel et stable. Nous cuisinons ensemble, faisons des randonnées, parlons de notre journée. Les choses simples, celles qui font la vie. L'autre soir, nous étions sur le canapé à regarder un film. Je l'ai regardé, concentrée sur l'écran, paisible, heureuse. Un sentiment de gratitude m'a submergée. Je vois parfois les publications d'Elsa sur les réseaux. Ses amis la soutiennent toujours, parlant de sa force, de son courage, de sa résilience face au patriarcat. Elle parle de se retrouver, de son chemin, de guérir de relations toxiques. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, la liberté totale, absolue.